Mesdames, Messieurs, l'audience est ouverte. Je vais donner lecture de l'acte d'accusation. Alors je demanderai le silence. Nous sommes dans un tribunal. Aujourd'hui, 28 octobre, Stéphane Le Ballery, ici présent, je me trompais de côté, excusez-moi, est cité à comparaître devant le présent tribunal pour avoir œuvré à la disparition des paysans par une industrialisation de l'agriculture toujours plus poussée au nom d'une prétendue compétitivité. L'incitation permanente à la production de volume pour l'exportation a eu pour résultat la division par 4 du nombre de paysans en 50 ans. Ainsi, il est reproché à Stéphane Le Ballery, ici présent, d'avoir industrialisé l'agriculture et de faire disparaître les paysans dans les conditions suivantes. Je vais vous lire ce qui lui est reproché. Il est reproché à Stéphane Ballery d'avoir industrialisé l'agriculture et donc de faire disparaître les paysans par les politiques agricoles. Alors que les premières lois de modernisation de l'agriculture ont permis de réelles avancées en termes de conditions de travail, celles qui leur ont succédé ont cessé de prendre en compte l'humain, le producteur, pour se concentrer sur la production. Récemment, avec la politique agricole commune et la loi d'avenir agricole, vous êtes accusés d'avoir encore aggravé la situation en faisant en sorte d'exclure les plus petits ou les plus diversifiés, en favorisant les investissements aberrants, en stimulant la concentration de la production, en fermant les yeux sur la destruction de l'environnement et du tissu rural. Deuxième point, il vous est reproché d'avoir industrialisé l'agriculture et de faire disparaître les paysans par les règlements et normes sanitaires européens et nationaux. La réglementation permet aujourd'hui de vendre plus facilement des lasagnes surgelées à la viande de cheval qu'un fromage fermier. Les normes à respecter pour la production fermière sont si nombreuses et dénuées de sens que beaucoup préfèrent abandonner. En parallèle, sous couvert de politique de l'alimentation, la production industrielle est favorisée malgré les scandales à répétition. De la même manière, l'implantation de puces électroniques a été rendue obligatoire pour l'élevage ovin au mépris de la réalité des éleveurs. Le coût d'installation et de gestion de ces puces, ou les conséquences financières du refus de puçage, conduisent nombre d'éleveurs à quitter ce métier. La réglementation européenne a aussi donné les clés de la reproduction végétale et animale à l'industrie. De tout temps, les paysans ont sélectionné leur culture et leurs animaux pour obtenir une production qui corresponde à la qualité qu'ils souhaitent, qui soit adaptée à leur façon de travailler, à leur territoire. Il faut désormais payer pour ce qui était l'essence même du métier de paysan. Encore un point d'accusation, il est reproché à Stéphane Ballery d'avoir industrialisé l'agriculture et de faire disparaître les paysans par des prises de position politiques ou syndicales. En étant plus PDG que syndicaliste ou plus VRP que ministre, vous avez encouragé les paysans à se soumettre au diktat de la finance. Récemment, alors que l'embargo russe annonçait une chute des prix dans de nombreux secteurs de production, vous avez affirmé que l'exportation était la seule solution. C'est aussi de cette manière que sont justifiées les négociations d'accords de libre-échange avec les États-Unis et le Canada. C'est pour répondre à cette future demande fantasmée que vous incitez les paysans à se moderniser encore au mépris de l'emploi agricole et du métier même de paysan, à s'agrandir toujours plus, malgré les besoins criants de terre pour installer de nouveaux paysans, à concentrer les productions par zone puisque les paysans n'ont plus à avoir de lien avec le territoire si leur production n'est vouée qu'à partir au bout du monde. Enfin, il est reproché à Stéphane Ballery d'avoir industrialisé l'agriculture et de faire disparaître les paysans par des actes. Vous avez autorisé l'installation d'élevage porcin sans autorisation spécifique jusqu'à 5000 bêtes. Oui, 5000 bêtes, c'est bien écrit, monsieur Stéphane Ballery.
Vous avez monté une usine de 1000 vaches. 1000 vaches. Présenté comme un modèle... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez que je peux faire évacuer la place. Alors, je reprends. Mais silence, sinon ce sera à huis clos. Bon. Alors, vous avez monté une usine de 1000 vaches, présentée comme un modèle pour l'avenir de l'agriculture. Une autre de 250 000 poules. Et bien d'autres qui poussent discrètement dans plusieurs coins du territoire. Ces usines ne sont pas destinées à faire travailler des paysans. Elles sont destinées aux contremaîtres et aux ouvriers à la chaîne faiblement rémunérés. Elles ne sont pas non plus destinées à la gastronomie française classée au patrimoine mondial de l'humanité, mais elles la détruisent puisqu'elles sont prédatrices d'une agriculture paysanne qui, elle, est garante de produits de qualité. Elles détruisent par là même l'emploi paysan, elles sèment dans les territoires des hangars géants à la place des fermes et des champs, elles font disparaître un tissu social indispensable. Les faits ci-dessus résumés doivent être examinés au regard des textes de droit et de la jurisprudence applicable. En droit international, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 21 alinéa 3, dispose que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Les choix politiques ou économiques élaborés contre la vie citoyenne sont donc contraires à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce droit est précisé pour ce qui nous concerne dans la Déclaration des droits de paysannes et des paysans dans son article 4. Les paysans et les paysannes ont le droit de participer activement à l'élaboration des politiques, aux prises de décision, à la mise en œuvre et au contrôle de tout projet, programme ou politique affectant leur territoire. Par ailleurs, la Déclaration des droits des paysannes et des paysans stipule dans son article 1er « Un paysan est un homme ou une femme de la terre qui a un rapport direct et spécial avec la terre et la nature par la production d'aliments et ou d'autres produits agricoles. Les paysans et les paysannes travaillent la terre eux-mêmes. Les paysans prennent soin des paysages locaux et des systèmes agroécologiques. » Il est donc contraire à ce droit de s'approprier le travail dévolu aux paysans, particulièrement quand c'est fait au détriment de leur existence même. En droit interne français, le Code rural, dans son article L. 111.1 dispose que la mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions économiques, environnementales et sociales. La destruction des terres agricoles ou la disparition des acteurs de sa protection que sont les paysans est donc contraire à ce droit. Enfin, le Code pénal, dans son article 313-1, dispose que l'escroquerie est le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Les peines relatives à cet article sont aggravées lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. Les motifs ci-dessus exposés. Et je vous remercie de votre patience. Il y a lieu de mettre en accusation M. Bellery pour atteinte aux droits de l'homme, atteinte aux droits des paysannes et des paysans, non-respect du code rural et escroquerie en bande organisée, et ce, en violation de l'article 21 alinéa 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des articles 1er et 4 de la Déclaration des droits des paysannes et des paysans, de l'article L. 111.1 du Code rural. Alors, Stéphane de Bellery, veuillez vous avancer. Veuillez décliner vos noms, prénoms, situation de famille, adresse et compte en banque. Oui, c'est nouveau, hein.
Donc, je m'appelle Stéphane Le Bellery. Je suis né à Cholet-Crotenay, dans le Jura, pour vous dire que je viens aussi d'en bas, comme tout le monde. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Alors, concernant mes résidences principales, puisque je dois dire mes résidences principales, j'en ai une dans le nord de la France, une dans le centre de la France et une à Paris. Concernant mes résidences secondaires, c'est un peu plus long là, excusez-moi. Courchevel, Megève, Saint-Tropez, Deauville, Marrakech et accessoirement un pied-à-terre à New York, parce que c'est assez pratique d'avoir un pied-à-terre à New York concernant le siège d'une institution financière qui me sert bien. Et enfin, puisque la mode est maintenant d'être totalement transparent, je vais effectivement vous parler de ma domiciliation bancaire. Donc là, il y a un compte aux îles Caïmans, un au Luxembourg, un à Genève, un à Saint-Martin aux Antilles. Et pour être bien clair avec le fisc français, j'ai quand même ouvert un petit compte au Crédit Agricole à Abbeville. Je vous remercie. Bien, monsieur Stéphane Le Bellery, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Alors, la première chose que j'ai à dire, Madame la Présidente, c'est de quoi m'accuse-t-on? J'aimerais bien le savoir. De réussir, de gagner de l'argent. Comme dit mon copain Dédé, qui habite un petit peu plus haut, là, dans le nord de la France, j'ai des réseaux, je connais du monde et je sais m'en servir. On m'accuse de faire des usines à vaches, des usines à poulets ou des usines à porc. Pourquoi pas demain, effectivement ça m'intéresse, de faire des usines à carburant. Tout ça m'intéresse. Je sais qu'il y a dans la salle, au cours de l'audience, des gens qui semblent opposés aux aéroports. Je suis parfaitement capable de faire des aéroports, des autoroutes, ou bien encore des stades. Vous savez, Madame la Présidente, chez nous on dit, dans le béton, tout est bon. Alors je suis venu répondre ici sur 2 des griefs les plus importants qu'on me reproche. Le premier, c'est l'emploi. Sauf que moi, je suis pas mal à l'aise avec l'emploi, parce que l'emploi, j'en crée. Et j'en crée beaucoup. Et alors, c'est vrai, mes détracteurs, s'il vous plaît, mes détracteurs, mon pote Dédé dit toujours d'ailleurs, en parlant des paysans qui sont tous contre moi, tes détracteurs ont des tracteurs. Il est très drôle, mon pote Dédé. Donc, concernant l'emploi, je n'ai aucun problème avec ça, je crée des emplois, je travaille pour l'exportation, je suis compétitif. Et moi, quand je fais une production, je vise le marché mondial. Et il est bien question ici, dans l'usine des 1000 vaches, de faire du lait. Et le lait, moi, l'objectif, c'est de l'exporter sur le marché mondial. Si je peux le vendre en Inde, je le vendrai en Inde. Et si je peux le vendre dans le tiers-monde, je le vendrai dans le tiers-monde. C'est aussi clair que ça. Et les emplois que je fais, moi, contrairement à la plupart des bouseux qui sont dans le secteur, c'est que je fais des emplois propres. Moi, dans la ferme des 1000 vaches, ça va passer du Karcher, ça va nettoyer plein pot, et je peux vous dire que moi, mes ouvriers, ils n'auront pas de la merde aux pieds. Première chose. Et puis, le deuxième sujet, c'est bien l'environnement. Et ben moi, je peux vous garantir qu'autour de Drucat, ce sera propre. 3000 hectares, il n'y a rien qui va dépasser. Sur l'environnement, justement, moi, j'ai fait un constat. Les vaches, elles pètent. Elles font du gaz. Moi, le gaz, j'en fais de l'électricité, et avec ça, j'éclaire les villes. Et à la place de ça, là, tous les opposants, là, qui sont dehors, sur la place, qu'est-ce qu'ils proposent comme énergie? Le nucléaire, peut-être. Ils sont contre. De toute façon, ils sont contre tout. C'est pas compliqué. Avec ces gens-là, on va finir à la bougie. Et moi, personnellement, j'ai pas envie d'aller habiter dans une caverne. Et alors, cerise sur le gâteau, parce que ça je l'entends partout, je le lis dans les journaux, on me traite de libéral. Moi, libéral. Mais je me gave de pognon public. Je touche des subventions. Je me gave. Et moi, au moins, avec cet argent public, je bois du champagne. Je ne suis pas comme tous ces allocataires du RSA qui ne veulent pas bosser et qui se défoncent au whisky coca dégueulasse. Mais bon, ceci dit, je suis bien content qu'ils soient là, parce que ils vont dans les discounts, ils achètent la merde que je produis, et ça, c'est parfait. Comme dit mon pote Dédé, ils vont pas dans les discounts d'ailleurs, il dit lui, ils vont dans les hard discounts. Mais il a de l'humour. Alors enfin, effectivement, je l'ai dit en début d'intervention,
Je l'ai dit, j'ai des réseaux, j'ai des copains. Mais moi, tous mes réseaux et tous mes copains, c'est des gens bien. Ils ont fait HEC, ils ont fait l'ENA. C'est des gens super. Et moi, on ne peut pas m'accuser d'être politisé, contrairement à d'autres. Parce que je travaille avec la gauche, demain, je travaillerai avec la droite, et après-demain, je travaillerai avec... Pour conclure, je me demande vraiment pourquoi je suis là. Ou plutôt si je sais. Parce que ici, c'est le procès du passé contre l'avenir. C'est le procès des branleurs contre les entrepreneurs. Et c'est le procès des aigris contre la réussite. Et les aigris, moi, je vais vous dire où je me les mets, les aigris. Je me les mets, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et puis mieux encore, je me mets plutôt dans le cul de mes vaches. Parce que des fois que ça ferait du gaz, ça me fera aussi du profit. Je vous remercie. Silence, nous allons poursuivre cette audience. C'est injuste. Alors, monsieur le procureur, une question? Madame la Présidente, vous m'autorisez à poser une question à monsieur l'accusé. Je voulais lui demander, est-ce qu'il connaît encore le sens de quelques mots? Fraternité, solidarité, liberté, égalité? C'est lamentable. Monsieur l'avocat de la défense, une question? Non, je me contenterai simplement de conseiller à mon client de garder le silence, s'il n'en a pas déjà trop dit. Bien, nous allons passer à l'audition des témoins. Alors, monsieur le procureur, votre premier témoin peut rentrer. Madame la Présidente, je vais appeler ici un consommateur qui va vous dire à quel titre il intervient. Alors, monsieur, veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Maxime, j'habite à Saint-Denis-les-Bourgs. Je suis employé et consommateur de mon état. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité devant ce tribunal? Je le jure. Bien, poursuivez. Bon, j'ai prévu quelques notes, Madame la Présidente, car je ne suis pas habitué à intervenir devant un tel juré. Comme tous les êtres humains, me nourrir est un besoin, et des choix s'offrent à moi. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai été nourri par l'agriculture industrielle, de la maternelle au lycée, de la restauration collective, et Sodexo s'en sont chargés. Quand j'ai accédé à l'autonomie, j'ai pu acheter un petit peu de mon alimentation auprès des producteurs. Mais pour le reste, j'habitais en face d'un supermarché qui m'inondait jour après jour de prospectus, de pubs vantant des produits aussi peu chers que succulents. Je fais partie d'une association, le MRJC, qui m'a alerté sur les conséquences de l'agriculture agro-industrielle. Je m'étais bien sûr rendu compte que la viande, si rouge sur les prospectus, n'est pas de la même couleur dans la poêle. Par contre, je n'aurais jamais douté que les yaourts étaient responsables des algues vertes en Bretagne, ou que mes lasagnes n'étaient pas pur bœuf, mais que s'y cachaient des morceaux de chevaux. J'ai compris que mon entrecôte préférée provoquait la déforestation de l'Amazonie, car nous importons des quantités industrielles de soja pour nourrir nos vaches. J'ai également compris que cette industrialisation de l'agriculture saccageait nos paysages, détruisait nos haies, érodait nos sols, ou pire encore, polluait les nappes. J'ai découvert que même l'eau minérale contenait des traces de pesticides, parfois interdits depuis 10 ans. Et je découvre également que les produits tout prêts sont trop salés, trop sucrés. Cela met en danger ma santé. Madame la juge, on me dit que j'ai le choix, j'ai donc la liberté. Mais où est la vérité quand les campagnes publicitaires m'assurent que le magasin est responsable? Pourquoi les impôts ne servent-ils pas à subventionner en priorité une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement? Pour toute cette raison, je témoigne aujourd'hui. Je témoigne parce que les promesses qui m'ont été faites n'ont pas été respectées. La faim dans le monde est toujours présente, et la malnutrition également. Je témoigne que les conséquences de mes achats et l'utilisation de mon impôt m'ont été cachées par les responsables politiques et industriels. Et je ne souhaite pas que cela continue. Merci.
Monsieur le procureur, une question? Oui, je voulais, Madame la Présidente, demander à notre témoin s'il avait une montre en or et s'il avait l'intention d'en acheter une avant ses 50 ans. Eh bien non, monsieur le procureur, la mienne est en bien mauvais état, mais elle donne l'heure, alors c'est plus important. Monsieur l'avocat de la défense, une question? Oui, excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre votre point de vue. Il me semble que les supermarchés sont pleins de produits pas chers et sains. Alors, de quoi vous plaignez-vous? Il semble que vos impôts servent à quelque chose, n'est-ce pas? Avoir le choix, mais c'est un scandale. Vous mentez comme la publicité de votre client. Votre système engendre non seulement la faim dans le monde, mais c'est la malbouffe, l'obésité. Les problèmes dentaires. Et enfin, sur l'impôt, j'ai calculé. Je dépense à environ 100 € par an de mes impôts qui viennent soutenir la PAC. Et certainement une autre part non calculée qui vient réparer les ravages de l'agriculture industrielle, des pollutions de l'eau, soutien aux familles victimes d'inondations, etc. Donc si j'ai bien compris, la PAC, Reprenez-vous. la PAC finance en priorité ceux qui produisent le plus et non pas les plus petites fermes. Or, il me semble, comme le disait Saint-Just, que l'impôt, c'est le gouvernail du vaisseau public. Mais 100 € d'impôt, ils ne doivent pas soutenir un système dangereux pour l'environnement et créateur d'emplois. Je vous remercie. Vous pouvez vous retirer si vous le souhaitez. Monsieur le procureur, votre deuxième témoin, s'il vous plaît. Madame la Présidente, nous avons souhaité, lors de ce procès, faire témoigner une des personnes qui sont les plus directement touchées par la crise actuelle dans l'agroalimentaire et dont se soucie fort peu l'accusé ici présent. Madame, vous travaillez dans l'agroalimentaire. Jurez-vous de dire toute la vérité devant ce tribunal? Oui, Madame le juge, je le jure. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, moi donc, je travaillais dans l'agroalimentaire chez Degas. Et jusqu'à 1 an, j'ai travaillé, mais depuis 1 an, on a eu droit à un plan social. Ils ont appelé ça la crise de l'agroalimentaire breton, et puis donc, je suis au chômage. Alors, pourquoi je travaillais dans l'agroalimentaire? Parce que, en fait, quand on cherche du travail et puis qu'on a envie de travailler, c'était assez facile à l'époque d'avoir une place. Il suffisait d'avoir de la bonne volonté, pas besoin d'avoir de diplôme. Bon, d'accord, j'ai pas de diplôme, mais je sais quand même lire et écrire, parce qu'il y a des ministres qui disent qu'on sait pas lire et écrire, mais c'est pas vrai. Il y avait des gens de milieux divers dans notre usine, donc c'était notre force. Alors c'était dur, on était mal payés, mais au moins on avait un emploi et c'était pour ça qu'on le faisait, c'était ça qui comptait. Parce que passer toute la journée à travailler à la chaîne, parce que dans l'agroalimentaire en fait c'est un travail à la chaîne, il faut bien comprendre ça. On met des boîtes dans des cartons sur des palettes, ou bien on coupe des têtes, par exemple, voilà. Que des choses toujours les mêmes, toute la journée, toutes les semaines. Alors on produisait beaucoup, toujours plus, il fallait aller toujours plus vite. Mais nous, on le faisait quand même parce qu'on croyait que ça allait garder notre emploi pour toujours. On croyait que ce système allait durer, c'est ce qu'on nous avait dit. Et puis en plus, il y avait beaucoup de matières premières, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, les poulets, les cochons. C'est de la matière première pour l'industrie agroalimentaire. Et le bassin breton, c'était le plus gros bassin de production de matières premières pour l'agroalimentaire. Donc on croyait que ce modèle allait durer, qu'il allait nous protéger nos emplois. Donc c'est vrai que ça a fonctionné pendant des années. Mais on se rendait compte quand même que seule la production comptait, le nombre de boîtes faites, le nombre de cartons envoyés, même si après, ça on ne le savait pas, on l'a découvert après, souvent, beaucoup de cartons qu'on avait emballés très très vite pour en faire le plus possible, ils partaient à la poubelle, avant même d'être achetés. Aujourd'hui, sur la commune, il y a la moitié de la commune qui a perdu son emploi, puisque presque tout le monde travaillait à l'usine.
Et quand il y a beaucoup de personnes qui perdent un emploi au même endroit, pour reclasser les gens, c'est pas facile. Hein. On n'est pas prêt d'en retrouver. Toutes les familles vivaient de l'usine, hein, ou presque. Et quand ça s'arrête, ça fait des dégâts, là, je peux vous le dire. Hein. C'est pour ça qu'on est en colère. Le pire, c'est qu'on s'y attendait pas parce que donc on croyait que ça allait durer. On aurait dû se battre dès le début, on aurait dû refuser. Ça, c'est vrai, ça on le regrette. Hein. Dans les années 70-80, il y en a qui commençaient déjà à se battre, mais pas nous, parce qu'on avait un emploi. Et puis nos gouvernants, ils croyaient en ce modèle. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas compris. Hein. On leur a expliqué, mais ils n'ont rien compris du tout encore. Ils croient que ça va durer encore. Ils continuent à parler compétitivité, productivité, toujours plus. Et puis, notre usine, au début, elle n'était pas très grande. Avec les années, elle est devenue de plus en plus grosse, de plus en plus grosse. C'est comme les fermes des paysans, pareil, hein, ça a suivi. Et nous, on croyait que quand on était dans une grosse usine, on était sûr qu'elle allait durer et que notre emploi allait continuer. Alors, nous, c'est nous qui avons perdu l'emploi le premier, même si on nous dit que Degas va être repris par Interconso. De toute façon, ils vont reprendre que sur, je sais plus, on était pas loin de 1000, ils vont reprendre 100 à peu près, quoi. Hein. C'est tout. Nous, on a été la variable d'ajustement. C'est nous qui avons permis, avec nos salaires à bas prix, de faire du profit à nos patrons. Et puis maintenant, on est dans la merde, on va dire. Voilà. Alors, au final, ce modèle industriel, il détruit plus d'emplois qu'il n'en crée. Les patrons de l'agroalimentaire, ils disent qu'ils créent de l'emploi, ils en détruisent surtout, plutôt qu'ils n'en créent. Et puis, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des ouvriers ailleurs, dans d'autres pays, à 6 € de l'heure ou encore moins. Et nous, si on veut continuer à travailler là, soit qu'il faudra qu'on change le modèle, ou bien il faudra qu'on accepte d'être aussi peu payés que les ouvriers de certains autres pays. Alors, pourquoi ça existe? Ça, c'est à cause de la financiarisation, encore une fois, de l'agriculture. Productivisme de l'agriculture, productivisme de nos usines. Et ceux qui sont en cause, c'est les coopératives agricoles, eux aussi, ils ont voulu que ce soit comme ça. Hein. Pourtant, au départ, dans les coopératives agricoles, c'était des paysans qui les géraient, puis maintenant, c'est des financiers. Et nos gouvernants, comme je disais, qui acceptent ce modèle et qui y croient encore et qui ferment les yeux et qui l'encouragent. Tant qu'ils ne changeront pas, nos gouvernants, que ce soit ceux d'un côté ou ceux de l'autre, ou ceux du milieu ou ceux de l'extrême, ce sera pareil, ça continuera. Donc aujourd'hui, vous pouvez condamner l'agriculture industrielle et ceux qui la favorisent. Madame. Monsieur le procureur, une question? Oui, une simple question, madame. Je voudrais savoir, après le témoignage que vous venez de nous livrer, est-ce que vous allez conseiller à vos enfants d'aller travailler dans ces usines agroalimentaires où vous avez vous-même passé quelques années? J'ai passé plus de la moitié de ma vie, oui. Mais de toute façon, la question ne se posera pas pour eux. Ça n'existera plus, ces emplois dans notre pays. Eh bien, madame, je vais vous dire ce que vous allez faire avec vos enfants. Je vais vous conseiller de leur apprendre à creuser des tranchées, à fabriquer des barbelés, à piloter des drones et aussi à construire des prisons, des centres de rétention, parce que là, on va embaucher. C'est la parole à monsieur l'avocat de la défense. Est-ce que vous avez une question pour votre témoin? Pas de question, Madame la Présidente. Je me permettrai simplement de mettre en doute la pertinence de cette intervention quant à la culpabilité de mon client. Mon client est dans une logique d'investissement et de création d'emplois et n'a rien à voir avec la situation de Madame. Bien. Je vous remercie, Madame. Vous pouvez ou rester ou aller à l'extérieur, comme vous le souhaitez. Monsieur le procureur, votre troisième témoin, s'il vous plaît. Madame la procureure, Madame la Présidente, excusez-moi. Il y a une différence entre la magistrature debout et la magistrature assise, c'est ce que j'ai cru comprendre. Madame la Présidente, le dernier témoin que nous avons souhaité entendre est sans doute le témoin principal concerné par les agissements de ce monsieur Le Bellery, accusé que je vois là-bas s'agiter. Ce témoin est un paysan
un simple paysan à qui je vais demander ce qu'il pense des agissements de l'accusé. Monsieur, veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. Alors, Pierrot le Fauché, ancien paysan dans la Somme. Je dis ancien paysan puisque je ne suis plus paysan, j'ai été salarié de monsieur Bellery et aujourd'hui je suis sans droit, quoi. Bien, jurez-vous de dire toute la vérité et la vérité devant ce tribunal? Je le jure. Bien. Poursuivez, s'il vous plaît. Vous avez entendu l'acte d'accusation. Oui. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Alors, je voudrais vous expliquer un peu et retracer mon parcours pour voir ce qui m'amène à avoir un différend maintenant avec monsieur Bellery. En fait, moi je suis venu rejoindre mon épouse Justine, qui était paysanne ici dans la Somme, qui avait repris la ferme de ses parents. Et je suis arrivé en 2001. Et puis voilà, il y avait une production diversifiée sur la ferme. Il y avait certes du lait, il y avait des vergers, il y avait de la vente directe. Mais c'était l'époque où il y avait un peu de l'euphorie dans la production laitière. Et donc, on nous a conseillé d'investir. On a investi fortement. C'était la période où on parlait des mises aux normes. Donc nous, on a vu grand avec Justine, on a fortement investi. Au départ, il y avait une quarantaine de vaches sur la ferme. Et du coup, nous, on a fait un bâtiment pour, à l'avenir, avoir 150 vaches laitières. Mais on avait des droits à produire uniquement pour 50 vaches laitières. Mais on nous avait dit, alors on avait bâti un dossier avec la banque, avec le conseiller de gestion, avec la coopérative qui nous collectait le lait, avec la coopérative d'aliments. Et il y avait une espèce de dynamique laitière dans le département de la Somme, mais partout ailleurs. Et on nous disait qu'on était des producteurs d'avenir. Donc on n'a pas hésité à investir plus qu'il ne fallait sur notre ferme. Voilà, à peu près 600 000 €. Un nouveau bâtiment, on n'a pas hésité aussi à acheter des nouveaux tracteurs. On a repris aussi un peu de terre dans le secteur. On est quand même dans un secteur où il y a une pression foncière importante. Mais malgré tout, on a réussi à prendre quelques hectares. Et donc, tout allait bien. Rapidement, on a investi dans ce bâtiment. Les animaux sont rentrés dans le bâtiment. Et puis, malheureusement, est arrivé un problème sanitaire sur notre troupeau en 2006, où on a commencé à perdre pas mal d'animaux. Ça s'est à peu près bien passé, on a réussi à redresser la barre, mais il y avait quand même le poids des investissements qui étaient là. Tous les ans, il fallait rembourser les annuités à la banque. Et on a commencé à avoir quelques soucis. Et ça s'est accéléré, je vais dire, en 2008, où non seulement le prix du lait a chuté, mais les prix des aliments ont fortement augmenté. Et donc, on a essayé de voir avec le technicien de la coopérative comment s'en sortir. Il nous a toujours poussé plus vers la productivité en nous disant qu'on allait y arriver, etc. Et puis en 2009, la crise du lait s'est amplifiée. Le prix du lait a chuté en avril 2009. On a un prix du lait qui est descendu à 200 €. Et là, les comptes étaient dans le rouge. Tous les jours, on avait les coups de téléphone de la banque nous demandant comment on allait s'en sortir. Et on voyait pas trop bien comment on allait s'en sortir. Et puis, dans notre couple, ça commençait à plus aller bien. Les enfants, on avait du mal à payer la scolarité, etc. Donc, c'était une période très difficile pour notre famille. Et puis, voilà, un matin, la banque nous a proposé, avec la coopérative, de rencontrer Stéphane Bellery. Alors, Stéphane Bellery, moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'en avais entendu parler. Il y avait quelques années qu'il traînait dans la Somme avec son 4x4 et il avait repris quelques exploitations. Voilà, donc la banque nous a fait rencontrer Stéphane Bellery. Il est venu un soir à la ferme, il faisait noir, il est arrivé avec son gros 4x4 et puis 3 personnes avec lui. Et puis il nous a donné un peu confiance et il nous a fait une proposition, on a expliqué un peu nos problèmes et puis il nous a fait une proposition de faire société, créer une société avec lui. Et du coup, il allait amener de l'argent et puis il allait nous donner de l'oxygène pour reprendre pied. Et donc, on n'a pas longtemps réfléchi, puisque de toute façon, la banque, elle nous faisait la pression tous les jours. Et puis, quelques jours après, on a signé un accord avec lui, on a créé une société où il était minoritaire dans notre société. Et donc, pendant un moment, on a repris pied. Mais malgré tout, le prix du lait était toujours bas, les factures s'amoncelaient, la banque elle est revenue à la charge en disant que ça n'allait toujours pas.
On a été revoir Stéphane Bollery. Il nous a dit oui, mais vous travaillez pas bien, vos vaches sont qu'à 8000 litres de lait, vous n'êtes pas en capacité à être des producteurs de lait, vous pouvez faire plus, etc. Donc il a dit moi je suis prêt à remettre de l'argent sur la table, mais il faut que je devienne actionnaire majoritaire sur votre ferme. Et on n'avait pas le choix, on a accepté, il est devenu actionnaire majoritaire. Et de là, tout s'est envenimé, nos relations avec Stéphane Bollery, puisque tous les jours il était dans notre ferme, et puis il disait qu'on n'était plus chez nous, quoi. Et donc il y a un moment, on a perdu pied, moi j'ai fait de la dépression, j'arrivais plus à traire les vaches, etc. Et donc le coup de grâce est venu un matin où Stéphane Bollery a dit écoutez, je vais racheter le reste de vos parts, vous n'êtes plus en capacité à produire du lait, vous ne savez pas travailler. Et de toute façon, moi j'ai imposé ici à 2 pas de 1000 vaches, le bâtiment est en construction, donc pour vous sauver, il faut que vous cédiez le reste de votre ferme. Et puis voilà, on était obligé d'accepter, on ne pouvait plus faire marche arrière. Et donc on est resté avec une partie des dettes, notre troupeau est parti chez Stéphane Bollery. Donc la seule compensation, on va dire, qu'il nous a proposé, c'est d'aller travailler chez lui. Et ça, je ne pouvais pas accepter. Je ne pouvais pas accepter de travailler pour lui. J'étais vraiment dans une période difficile. Et donc voilà, on a arrêté le métier de paysan. Aujourd'hui, on est mal vu dans le secteur, puisque Stéphane Bollery il fait une telle pression sur les agriculteurs du coin. Donc il se prétend sauveur des agriculteurs, il se prétend bienfaiteur des consommateurs. Mais c'est pas vrai. Voilà, je suis là aussi pour témoigner. Il y a bien d'autres paysans qui auraient pu témoigner à ma place, mais qui ne sont pas en capacité aujourd'hui à venir devant ce tribunal pour dire ce que je viens de dire, parce qu'ils ont peur. Il y a la peur dans les campagnes, et ça, c'est quelque chose qui est insupportable. Pour ce témoignage, monsieur le procureur, vous avez une question ? Non, madame la présidente, ça ne sera pas une question, une simple remarque. Je voudrais remercier mon témoin d'avoir bien voulu éclairer la cour. Comme il l'a dit lui-même aujourd'hui, l'ambiance dans les campagnes, l'ambiance rurale est extrêmement mauvaise, et je sais le courage qu'il lui a fallu pour venir ici témoigner, donner son nom. Aujourd'hui, c'est marche ou crève. Et je crains fort que beaucoup d'entre eux qui auraient souhaité témoigner n'aient pas eu l'occasion de le faire. Monsieur l'avocat de la défense, une question ? Oui, si j'ai bien compris, monsieur, vous vous plaignez donc de la façon dont mon client vous a traité. Or, je viens d'entendre dans votre témoignage qu'il vous avait proposé un emploi, proposition que vous avez refusée. N'est-ce pas un peu facile de rejeter la culpabilité sur mon client? Le premier coupable, n'est-ce pas vous? N'est-ce pas vous qui vous êtes mis dans cette situation, monsieur? Alors, en effet, il y a un moment, je me suis senti coupable. Coupable de refuser l'emploi, coupable de ne pas être capable de mener mon troupeau à bien. Et puis, après avoir soigné ma dépression, après avoir recueilli le témoignage d'autres paysans dans d'autres départements, j'ai refait surface, j'ai repris pied. Et pour moi, il était inacceptable d'aller travailler pour Stéphane Bollery, puisque Stéphane Bollery est en train de faire crever les paysans de la Somme. Je le répète, hein, il se fait passer pour sauveur, mais en fait c'est un fossoyeur de l'agriculture, ce mec-là. Et ce qui me met plus en pétard, c'est le fait qu'il y a toute une tripotée qui l'accompagne, c'est-à-dire les banques, les coopératives, tout le monde est à ses pieds. Et donc voilà, c'est quelque part un acte de résistance que tous les paysans ne peuvent pas le faire. Malheureusement, j'ai des copains et je les critique pas, ils vont travailler pour Stéphane Bollery, mais ils n'ont pas d'autre choix, quoi. Nous vous remercions pour votre témoignage, monsieur. Eh bien, maintenant, vous pouvez rester là si vous le souhaitez, hein, ou sortir. Monsieur le procureur, nous allons entendre votre plaidoirie maintenant. Je crains fort que ce soit un réquisitoire, d'ailleurs, plus qu'une plaidoirie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, le peuple français que nous représentons ici
vous accuse, monsieur Le Bollery, de fumer en public. Mais vous accuse, monsieur Le Bollery, surtout de l'avoir trompé, de l'avoir sciemment trompé en exerçant des menaces et de vous être fait remettre des fonds publics. Ces faits constituent un délit d'escroquerie. Le peuple français vous accuse d'avoir commis ce délit, circonstance aggravante, avec l'aide de tout ou partie de la profession agricole, de la classe politique, des banquiers, des outils de recherche et d'enseignement, des médias. Le tout constitue une bande organisée, chacun de ses membres s'étant partagé les rôles dans l'intention de tirer parti du délit à venir. C'est donc... Excusez-moi, je vous interromps. Il est absolument interdit de fumer dans le tribunal. Je vous le rappelle, monsieur Bollery. Madame la Présidente, soyez certaine que ces hommes se croient tout permis. Il est par ailleurs aussi interdit de manger dans le tribunal. Alors ceux qui ont des sandwichs aux andouillettes... Il n'est pas midi, hein? Pas encore midi, hein? Voilà. Bon, c'est un tribunal, je vous le rappelle. Continuez, monsieur le procureur. C'est donc pour escroquerie en bande organisée que je vais vous demander, Madame la Présidente, de condamner monsieur Le Bollery. Sans exclusion, bien sûr, des chefs d'accusation que vous avez présentés tout à l'heure au début du procès. Je voudrais rappeler qu'au début des années 60, les Français se sont dotés d'une loi de modernisation de l'agriculture et que vous et vos acolytes vous êtes emparés de cette loi, l'avez détournée de ses objectifs pour vous remplir les poches aux dépens des finances publiques. Cette loi avait pour objectif de sécuriser l'approvisionnement alimentaire des Français, de créer de l'emploi et de mettre à disposition de l'industrie en général des paysans quittant leurs fermes de plus ou moins bon gré. Et vous avez, vous, à cette époque, constitué sous le nom de cogestion des politiques publiques agricoles, une bande organisée dont les interventions sont devenues manifestes aux yeux de tous quelques années plus tard. Vous vous accaparez les bénéfices de cette politique, les coûts et les déficits sont réglés par l'ensemble des Français. Sommes-nous aujourd'hui, 50 ans plus tard, au stade ultime de cette escroquerie? C'est la question que nous devons examiner maintenant. Voyez-vous, Madame la Présidente, cet homme qui est, il vient de le rappeler, une bande d'escrocs, à lui tout seul, n'a tenu aucune de ses promesses. Il s'est considérablement enrichi aux dépens d'autrui. Sommes-nous aujourd'hui en capacité de nourrir tous les Français? Vous avez entendu le témoignage d'un citoyen venu vous dire jusqu'à quel point se nourrir est devenu problématique aujourd'hui. Pas seulement pour les 3,5 millions d'hommes et de femmes qui dépendent quotidiennement de l'aide alimentaire. Pas seulement pour les 8 millions qui en dépendent à un moment ou à un autre de l'année. Mais aussi pour les gens les plus ordinaires, dont la santé est aujourd'hui fragilisée par tous les intrants utilisés. Pesticides, gras, conservateurs, sucre et sel, autres dizaines de perturbateurs endocriniens que nous respirons et ingérons en permanence. Doit-on ajouter à ces quelques millions de Français inquiets sur leur capacité à se nourrir correctement les quelques centaines de millions d'hommes et de femmes qui par le monde souffrent de faim, non pas parce qu'ils suivent un régime amaigrissant, mais parce qu'ils ne sont pas compétitifs? Non, non, dira celui-ci. Non, je ne les connais pas. Je ne connais aucun de tous ceux dont vous venez de parler, dont vous me mettez le malheur sur le dos. Je n'ai rien à voir là-dedans. Nous y reviendrons. Avez-vous fourni du travail et des revenus aux paysans restés dans leurs fermes et à ceux qui devaient bosser dans les usines? Je pense que les témoignages que vous venez d'entendre sont suffisamment clairs. Vous avez échoué, nous avons échoué. La destruction de l'emploi paysan n'est plus compensée par la création d'emplois dans les usines. Bien au contraire, un plan de disparition tendancielle de l'emploi est à l'œuvre. Madame la Présidente, sachez comme il est insupportable d'être remplacé par des robots si l'on refuse les conditions de travail très précaires et mal rémunérées.
L'inquiétude du chômage et la précarité des revenus obsèdent des millions de Français. Si t'es pas content, va voir ailleurs. Voilà ce qui tient lieu aujourd'hui de négociations sociales. Dans quelques instants, vous l'entendrez se targuer de la richesse créée par ces entrepreneurs libres et courageux. Quand il vous dira 10 emplois créés, entendez 100 détruits. Quand il vous dira 100 emplois maintenus, entendez 1000 disparus. Et quand vous entendrez parler de richesse créée, n'oubliez pas qu'aujourd'hui en France, comme ailleurs, l'accroissement des inégalités remet en cause le fonctionnement de la démocratie. Attardons-nous un instant sur la question de la disparition des paysans, de ses causes et de ses conséquences. En 1960, moment où votre bande s'est constituée, près de 8 millions de personnes vivaient sur les fermes en France. En 2000, elles n'étaient plus que 2 millions, et aujourd'hui sans doute moins d'1,5 million. Cette disparition de la population paysanne est le résultat d'une guerre économique et sociale. Une guerre sans monument aux morts car elle n'est pas terminée. Longtemps réfugié derrière la défense de la profession agricole dans son ensemble, il niait. Eh bien, aujourd'hui, il la revendique, la disparition de quelques pourcents de ses producteurs et salariés. Elle leur est nécessaire. Elle leur est nécessaire pour accroître la compétitivité de l'agriculture française. Agriculture française confrontée, il est vrai, à la méchanceté des autres, des agresseurs, des étrangers, qui ne vont pas tarder à revenir dans nos tranchées, égorger nos fils, nos compagnes, nos campagnes. Compétitivité, Madame la juge, en bon français, ça veut dire des gagnants et des perdants. Les gagnants, vous les avez devant vous. Les perdants sont le plus souvent invisibles. Les métiers de l'agriculture sont ceux où l'on consomme le plus de tranquillisants, d'alcool, de cordes et de fusils. Il y a quelques jours, un des représentants de la filière laitière, un des complices de cet homme, expliquait sans complexe qu'il fallait organiser en Inde la disparition de 20 millions de producteurs laitiers dans les 5 ans à venir pour moderniser l'Inde. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les assesseurs, cette bande est en guerre, en notre nom, contre les 2 milliards de paysans du monde. Dans la liste des complices figurent, vous l'avez noté, l'enseignement, l'université, la recherche. Ces institutions, en effet, nous inculquent depuis des décennies que les sociétés où une population nombreuse se consacre à l'activité agricole est une société archaïque. Cette idéologie, propagée par des médias financés par la publicité de la pétrochimie, cette idéologie est devenue une loi de la nature, au même titre que celle de la gravité ou de la thermodynamique. Elle a justifié et justifie encore la disparition des paysans partout dans le monde. Et pourtant, pas une seule étude, jamais pas une seule étude n'a réussi à démontrer que l'agriculture familiale était moins performante que l'agriculture industrielle. Ah, ces rumeurs que font circuler ces messieurs sur l'agriculture familiale. Ces rumeurs. Vous voulez dire paysanne? Paysanne et familiale, madame. Merci, monsieur. Madame la Présidente, si le développement des sociétés du Sud suppose comme préalable la disparition des paysans et paysannes, comme le prétend cette bande d'escrocs, il faut s'attendre à de sérieux bouleversements dans les années à venir. Et c'est à ce moment-là, sans doute, que nos tranchées se rempliront d'égorgeurs, du moins de ceux qui ne se seront pas noyés en chemin. Oh, je sais que vous n'avez pas l'intention de leur apprendre à nager. Comment allons-nous, nous, faire vivre demain tous ces gens dont vous n'avez pas besoin et qui pourtant doivent manger? Madame la Présidente, chez nous, ce sont ceux qui ont amélioré la productivité par travailleur, ceux qui ont obéi aux injonctions de cette politique agricole, ceux qui ont créé des richesses, ce sont ceux-là aujourd'hui qui en sont dépossédés par cette bande d'escrocs. Et cette bande d'escrocs vise demain la fin de l'autonomie des paysans du monde et a engagé un processus d'aliénation irréversible, de destruction des modes de vie les plus anciens. Ce processus
si l'on en croit Pierre Rabhi, est une atteinte aux droits de l'homme. Peut-on se fier à Pierre Rabhi, un gauchiste énervé, un dangereux révolutionnaire? Je vous en laisse juge, madame la juge. Vous venez de mesurer l'arrogance de ce monsieur-là, sa tranquille assurance à défendre un système qui ne prend en compte que les conquistadors, pas les Indiens. Je vous laisse juste de la possibilité d'entrer en condamnation sur cette incrimination d'atteinte aux droits de l'homme. Cette bande organisée s'est-elle fait remettre des fonds ou des biens à la faveur de ces manœuvres? Madame la Présidente, voilà la question à laquelle il est le plus facile de répondre. Les sommes que la puissance publique a dépensées et dépense pour mettre en œuvre la politique publique agricole sont à la fois colossales et impossibles à chiffrer. Colossales. Il suffira de dire que les aides directes aux revenus financées par la PAC sont d'environ 9 milliards d'euros par an et qu'elles ne sont qu'une partie négligeable du financement de la politique agricole. Partie à laquelle il faut ajouter toute une série de financements soigneusement dissimulés, externalisés vers les politiques sociales, les politiques de santé, les politiques fiscales, exonération fiscale, la politique énergétique, politique d'aménagement foncier, de rénovation environnementale, sans compter la reconstruction des biens publics détruits, brûlés, sans compter le financement des forces de l'ordre et la mobilisation de l'appareil de justice. Et impossible à chiffrer, Madame la Présidente. Il est impossible de trouver des chiffres crédibles de cette dépense publique. Personne au sein de l'administration aujourd'hui ne souhaite entreprendre le dangereux calcul qui prouverait l'inefficacité de la dépense et montrerait que ces escrocs ont organisé de longue haleine le détournement de ces fonds. Fonds qui sont aujourd'hui concentrés sur un nombre restreint d'exploitations dans lesquelles vous trouverez bien sûr celle de M. Stéphane Le Bollery et celle de tous ses complices. Car voilà bien la finalité de l'escroquerie. La finalité de l'escroquerie, le partage du butin. De moins en moins de monde autour de la table. C'est nous qui déciderons de qui sont les vrais paysans méritants d'être financés et soutenus. Toi, monsieur le propriétaire de presse, tu feras passer la pilule, tu éduqueras les masses contribuables. Toi, monsieur le parlementaire, tu adapteras la loi. Et toi, monsieur, le prix de la Banque de Suède, tu le justifieras économiquement, rationnellement. Misère de la science économique. Mais c'est un autre procès, je vous l'accorde, Madame la Présidente. Et toi, vous, Madame la Présidente, nous financerons par la consommation les taxes et l'impôt. Alors, Madame la Présidente, voici mes conclusions. J'en aurai fini pour aujourd'hui. Il vous faut priver de liberté cette bande d'escrocs et ne pas seulement les frapper au portefeuille. Pour une plus grande justice sociale, contre la machine à concentrer la richesse, pour faire face à la crise environnementale sans précédent qui s'annonce, pour déconstruire la complexité des systèmes de production et de spéculation dont nous avons perdu la maîtrise, nous allons devoir tourner la page sans demi-mesure. Ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un processus historique dont ces escrocs sont des acteurs majeurs. Et si nous voulons avoir la moindre chance d'en sortir aujourd'hui et demain, il importe que vous les retiriez, Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, il importe que vous les retiriez des lieux où le peuple français décidera souverainement. Car l'opposition que formulent les Français n'est pas une opposition à l'industrie, encore moins à la technologie, mais à ceux qui prétendent qu'elle est un outil neutre, sans effet sur les rapports sociaux, l'environnement, la politique. Ceux qui vous disent « je ne connais pas ces gens-là ». Les Français s'opposent, et je suis leur porte-parole ce matin, à l'ordre social défini par l'industrialisation de l'agriculture aujourd'hui. Chômage, croissance des inégalités, soutien public coûteux, appropriation des outils de production par une minorité, entrave aux installations. Le complexe agro-industriel, comme en d'autres lieux, le complexe militaro-industriel,
nous confrontent à la force illégitime d'un pouvoir sans honte. Nous ne devons pas laisser le poids de ce combinat gangréner et mettre en danger nos processus démocratiques et notre liberté. Le processus d'industrialisation de l'agriculture a été accepté une temps car il était identifié au progrès social. Ces escrocs l'ont, par avidité, vidé de ce sens. Pour pouvoir, demain, démocratiquement décider des rapports sociaux souhaitables, choisir en connaissance de cause des techniques qui y concourent, le peuple français vous demande de bannir cette bande d'escrocs de l'espace démocratique, de le priver de liberté, et pour longtemps. 50 privations de liberté, autant de bannissements, remboursement des détournements, sans plafond, et avant véritable évaluation des sommes détournées, saisie conservatoire des biens de cette bande en France et dans tous les paradis fiscaux qu'il a bien voulu évoquer pour nous. Arrestation à l'audience afin de préserver la paix publique et que cesse la destruction des biens publics. Saisissez-vous de cet homme, Madame la Présidente, avant qu'il ne vous saisisse à la gorge.